Allez, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. L'idée aujourd'hui, c'est de parler gestion de course et de pacing et expliquer quelles données tu peux utiliser pour vraiment améliorer ta gestion de course et éviter les fins de course sur des courses qui vont de 8, 10, 12 heures et même plus, sur des fins de course qui vont être très très difficiles. Et je pense qu'on peut réussir à ne pas se confronter à un tel niveau de difficulté en gérant un peu mieux le début de course et en lissant son effort le plus possible et ce en utilisant une donnée qui est facilement accessible à tous, c'est la fréquence cardiaque. Donc je vais te montrer un peu la théorie et ensuite des exemples concrets qui ont montré qu'en fait ça marchait assez bien. Donc on va commencer par deux graphes de fréquence cardiaque tout au long d'une course. Donc premier graphe, une gestion qu'on pourrait qualifier de bonne. En tout cas, on a une fréquence cardiaque qui est pratiquement la même durant toute la course avec une petite augmentation à la fin. Donc ça, c'est une course que j'ai réalisée. Et donc ça, c'est la vitesse ajustée à la pente. Mais je peux affirmer, même en termes de ressenti, qu'elle était assez linéaire. Là, on a une petite baisse, mais c'est plus dû à une technicité exacerbée sur les chemins à ce moment-là. J'aurais peut-être même pu accélérer à la fin. Mais en gros, c'est assez linéaire. Ensuite, on a une deuxième courbe de fréquence cardiaque sur une course qui a duré environ 15 heures d'une athlète que j'entraîne. Et là, on peut voir que la fréquence cardiaque au début, elle est assez élevée. Et ensuite, elle baisse jusqu'à atteindre des niveaux assez faibles. En tout cas, on n'a pas du tout le même niveau de fréquence cardiaque. Et ça se voit au niveau de la vitesse. Ici, on le voit très peu. La vitesse ajustée à la pente. Mais en réalité, sa vitesse est largement moindre. Donc une bonne gestion et une gestion qui est améliorable. Avant de rentrer dans le détail de la fréquence cardiaque et comment tu peux l'utiliser en course, je pense que c'est important de revenir sur un point crucial, c'est que tout système physique sur cette planète a un début et a une fin. Et donc là, je vais te montrer les différentes courbes de puissance qu'on peut voir pour des cyclistes, par exemple. Donc ça va de 1 seconde à 3 heures. Donc par exemple, un cycliste de top niveau mondial, en termes de watts par kilo, il va être largement au-dessus de 5 watts par kilo sur un effort de 3 heures. Un cycliste de catégorie 5, il va être autour de 2-3. Ce qu'on peut voir, c'est quel que soit le niveau, on a la même courbe à chaque fois. Donc ça va du top niveau mondial à une catégorie 5. On a exactement toujours le même schéma. Autrement dit, en fait, si vous développez par exemple 5 watts par kilo sur 35 minutes, jamais sur 38 minutes vous pourrez faire plus de 5 watts par kilo. Ça, c'est logique. Donc là, on parle en termes de watts, mais en termes de vitesse sur de la course sur route à plat, ça va être exactement la même chose. En termes de vitesse ajustée à la pente, ça va être exactement la même chose en trail. Sauf que en trail, c'est dur de calculer la vitesse ajustée à la pente de manière précise parce qu'on a énormément de paramètres qui vont entrer en compte. Donc en l'occurrence la pente, mais aussi on va voir la qualité du terrain et puis ensuite il faudra ajuster la vitesse en fonction de l'altitude, de la chaleur. Donc c'est très compliqué. Donc il faut vraiment garder en tête que tout système physique a un potentiel sur 5 secondes, sur 20 secondes, etc. sur 10 heures, un potentiel maximal. Donc en trail, comment est-ce qu'on peut utiliser la FC pour essayer d'approcher ce potentiel physique maximal selon la durée de sa course? Donc sur ce graphe, ça ressemble un peu à ce que j'ai mis avant, sauf qu'on voit ce qu'on appelle en statistique des boîtes à moustaches, mais en réalité, peu importe. Donc à chaque fois pour ce coureur, j'ai pris pour chaque durée de temps, donc ici 1 seconde, 2 secondes, par exemple ici 1 minute, 10 minutes, 45 minutes, j'ai pris le top 10 de ces fréquences cardiaques en trail et en course à pied. Et ce qu'on peut voir, c'est exactement le même graphique que précédemment. C'est que par exemple, au bout de 3 heures, en moyenne, l'athlète il va pouvoir soutenir une EFC entre 145 et 150 de fréquence cardiaque. Au bout de 7 heures, on va être largement en dessous des 140, etc., etc. Donc, ce que ça veut dire, c'est que quand on part sur une course, parfois on veut partir vite pour notamment éviter les bouchons. Il n'y a aucune raison, si on sait que sur 7 heures, on peut soutenir moins de 140 BPM, battements par minute, il n'y a aucune raison de partir autour du seuil 2 et de viser 160. Car dans tous les cas, le système physique qui est notre corps va nous rappeler à l'ordre et peut-être que 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4, 5 heures après, on va redescendre sous la valeur qu'on peut tenir sur 7 heures par exemple, afin de rétablir une certaine moyenne. Donc en fait, dans tous les cas, on reviendra à l'équilibre. Donc l'idée, c'est de se dire, sachant ça, imaginons que vous savez que vous avez une course qui va durer environ 7h30. Là, vous dites, ok, je peux tenir moins de 140 à peu près, quand on regarde ici.
probablement entre 130 et 135 en moyenne. Donc ça, c'est les données de fréquence cardiaque d'un coureur qui avait une course autour de 16 heures. Et je savais que sur une course de 16 heures, il pouvait tenir environ 130 battements par minute. Donc c'est ce qu'on essayait de mettre en place, de toujours rester autour de cette valeur de 130. Donc on peut voir qu'en fait, sur la course, c'est exactement ce qui s'est passé. Il a fait 131. Et donc ici, c'est le graphe sur la première partie de course. Donc on voit qu'il est à 135. Et sur la seconde partie, fatigue oblige, il est à 125 BPM. Alors en plus, pour lui, c'est une course qui était plutôt réussie. Et il m'a vraiment expliqué qu'à la fin de course, il se sentait bien et que très certainement que le fait de ne pas partir trop vite et de surveiller la fréquence cardiaque, ça a été assez bénéfique. La question, c'est de se dire, ok, on veut environ 130 de moyenne. Est-ce que du coup, il faut partir à 135 puis finir à 125 ou est-ce qu'il faut faire l'inverse, partir à 125 et partir à 135? Donc ça, je vais essayer d'y répondre. Ce qu'on peut voir déjà, et ça c'est une expérience que j'ai menée en réalisant 2 sorties, où le but c'était d'être environ à 135 battements par minute en moyenne. Donc ça en l'occurrence c'est une course. Sur les 4 premières heures, je voulais vraiment être en endurance fondamentale, ressenti 3-4. Et mon but en fin de course c'était d'être au-dessus du seuil 1, sous le seuil 2, durant au moins 1 heure pour voir comment mon corps allait réagir. Donc ce que j'ai réussi à faire. Ce qu'on peut voir, c'est que au final, la moyenne, si on prend donc ce bout-là où j'étais plutôt tranquille et là où j'ai vraiment poussé, elle est à 135. Ensuite, j'ai fait une autre sortie qui a duré 45 km. Donc là, cette sortie-là, c'était 5 heures. Là, on était plus autour de 6 heures. Donc 45 km parce que j'ai beaucoup moins de dénivelé qu'ici. Et là, mon but, c'était vraiment de tenir autour de 135 de FC. Donc ce qui s'est passé, donc au début, j'ai essayé d'être un peu plus conservateur, limite être autour de 132, 133. À la fin, là, j'étais plus autour de 138 et ensuite j'ai baissé avec la fatigue ici sur les dernières 20 minutes. Mais au final, on a une fréquence cardiaque moyenne qui est de 135. Premier cas où j'étais tranquille durant les 4 premières heures, j'ai un ressenti de 6 et une VAP de 7,19, donc une vitesse ajustée à la pente. Par contre, ici, où j'ai essayé de soutenir une intensité proche de mon premier seuil, j'ai un ressenti de 8 et une VAP qui est de 5,53, donc totalement, largement inférieur à 7,19, bien qu'on puisse toujours avoir des doutes sur la VAP, mais c'est globalement inférieur. Et mon ressenti était beaucoup plus haut. Donc tout ça pour dire que ici je vous montre 2 efforts différents avec une même fréquence cardiaque moyenne, et pourtant les vitesses et le ressenti sont totalement différents. Donc c'est des exemples d'une certaine manière qui sont un peu exagérés, mais ça montre bien qu'il ne faut pas juste se focaliser sur la fréquence cardiaque moyenne durant la totalité de l'épreuve, mais se pose vraiment une question de la manière dont on va atteindre ces 135 BPM ici, en l'occurrence. Quelle est la meilleure stratégie qu'il faut adopter? La meilleure stratégie sur une course de trail, c'est de développer la même puissance tout au long de la course. Donc, en fait, avoir la même vitesse ajustée à la pente tout au long de la course. Et en soi, la fréquence cardiaque, c'est pas forcément la meilleure métrique, sauf qu'on n'a que ça à l'instant T à notre disposition. Pourquoi est-ce que c'est pas la meilleure métrique? C'est que durant une épreuve, même si on développe sur le terrain la même puissance, la même vitesse ajustée à la pente, on peut avoir une petite dérive cardiaque. Exemple, durant le marathon, où on est sous notre second seuil pendant plus de 90% du temps, et pourtant, avec une vitesse constante, normalement, plus ou moins, et pourtant on va avoir une dérive cardiaque. Donc c'est-à-dire que bien qu'on fournisse le même effort sur le terrain, la fréquence va avoir tendance à augmenter. Et donc ça, je pense que même en trail, il faut réussir à le prendre en compte. C'est-à-dire que par exemple, si vous visez 135 de moyenne, ça peut valoir le coup de partir un peu en dessous, 130, 132, 133, sachant qu'en fin de course, naturellement, même si vous développez la même puissance, cette FC va être un peu plus haute, peut-être 137, et au final, vous allez être à 135, et probablement que vous aurez une vitesse ajustée à la pente qui est assez identique tout au long de la course, qui est plutôt une bonne chose. Ici, je vous ai mis un graphique qui résume la sortie que j'ai montrée précédemment. En l'occurrence, celle-ci où j'ai essayé de tenir 135 toute la sortie. Ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, je calcule sur chaque kilomètre l'efficacité. Donc l'efficacité, c'est le ratio entre la vitesse et la fréquence cardiaque. Plus votre vitesse est haute et plus votre FC est basse, et plus le ratio d'efficacité sera élevé, ce qui est plutôt une bonne chose. Sur marathon, souvent on peut calculer ça, et c'est-à-dire que par exemple, imaginez que vous tenez 5 minutes au kilo durant tout votre marathon. Peut-être qu'au début du marathon, vous allez être à 142 FC, et à la fin, vous allez être à 150. Donc à la fin, votre niveau d'efficacité sera plus faible qu'au début.
Ce qui est intéressant sur ce graphique, c'est lorsque la barre est verte, c'est-à-dire qu'on est sur le top 50 des meilleures efficacités, et lorsque la barre est rouge, on est dans le top 50 des moins bonnes efficacités. Autrement dit, ce qu'on peut voir par rapport à la sortie que j'ai réalisée, c'est qu'on a vu que j'ai toujours plus ou moins la même fréquence cardiaque, autour de 135. Par contre, ma vitesse ajustée à la pente en fin de sortie, elle a baissé. Donc l'efficacité a baissé, on peut le voir. Plus la sortie approche de la fin, et plus on a une efficacité qui est moindre par rapport au début. Donc l'objectif, ça serait d'avoir environ la même efficacité tout au long de la course, donc avoir des petites barres vertes et des petites barres rouges, ou en tout cas le moins de barres rouges possible, ou plutôt des petites barres rouges. Autrement dit, le but c'est d'avoir une efficacité qui va baisser le moins possible. Donc en cela, la sortie test que je fais de 45 km, elle n'est pas forcément si bonne que ça. J'aurais peut-être dû commencer à 132 BPM, puis finir un peu fort, et j'aurais certainement eu une efficacité qui serait moins dégradée sur la fin de course. Donc tous ces éléments, tu pourras les retrouver dans ma newsletter, dont le lien est en description de la vidéo. Tu peux également retrouver des concepts, ces concepts clés dans certains articles qui sont disponibles sur mon site internet. C'est également disponible en description. Et puis tu trouveras également mes offres de coaching trail dans lesquelles j'inclus toutes ces analyses afin, on va dire, d'optimiser la performance de mes athlètes.